Je reviendrai un peu plus dans le détail à la fin, mais rapidement sur ce qu'on fait. Donc, l'objectif, c'est de parler décarbonation des organisations. Donc, je ne connais pas le niveau de maturité là, de chacun d'entre vous sur le sujet. Il y a peut-être des experts, il y a peut-être des novices. Donc, l'objectif, c'est quand même de donner une trajectoire, de donner des repères quand on est une organisation ou une collectivité sur qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour décarboner. Un petit rappel sur le contexte climatique. Néanmoins, comme vous le savez, depuis 150 ans, il y a eu une explosion des activités humaines, que ce soit l'industrie, l'agriculture, la construction ou l'énergie. Et en fait, ça a été possible grâce à la découverte formidable des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, donc qui n'ont cessé, dont l'utilisation n'a cessé d'augmenter depuis 150 ans. Je crois que ça a été multiplié par 2 sur les 30 dernières années. Donc jusque-là, c'est très bien parce qu'il y a eu des tas d'avantages, que ce soit pour l'éducation, la santé, la mobilité. Le problème, c'est que ça génère des gaz à effet de serre additionnels. Vous n'êtes pas sans le savoir. Juste rappeler quand même pour tout le monde, et c'est bien de le rappeler, les gaz à effet de serre, ce n'est pas un gros mot. On en a besoin. S'il n'y a pas de gaz à effet de serre sur notre planète, la température serait de moins 15 degrés. Donc du coup, il n'y aurait pas de vie possible. Donc les gaz à effet de serre sont nécessaires. Sachez que le principal gaz à effet de serre, c'est H2O. Donc c'est l'eau qui est dans l'atmosphère. Celui-là étant assez stable, puisque le cycle de l'eau étant plutôt régulier, il n'est pas gênant. Par contre, on trouve des gaz à effet de serre comme le CO2, comme le méthane, comme le protoxyde d'azote, qui, eux, s'intensifient de plus en plus dû à nos activités. Et donc, cette augmentation de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre retenant la chaleur du soleil qui réfléchit sur la Terre, font qu'il y a une augmentation de la température sans précédent depuis 150 ans. Et c'est ce que dit notamment le GIEC dans ses travaux depuis une vingtaine d'années, et tire la sonnette d'alarme et fait clairement le lien entre nos activités humaines et la hausse des températures à laquelle on assiste, et qui va poser des problèmes d'ordre systémique et divers, vous le savez. Voilà. Donc du coup, face à ce contexte scientifique, il y a une réponse politique qui s'est amorcée. Alors ça a commencé à la fin des années, dans les années 90, avec les protocoles de Kyoto, etc. Et puis ça s'est matérialisé par, on espère, un vrai point de départ lors de la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, qui a engagé tous les pays des Nations Unies à tenter de limiter la hausse des températures à 2 degrés ou 1,5 degré d'ici 2100. Donc suite à ça, il y a eu des annonces politiques qui s'en sont suivies. Donc tous les pays, dont la France, qui tentent d'être exemplaires en la matière, ont annoncé des neutralités carbone, des volontés de décarboner. Donc il y a quand même des volontés politiques qui suivent ce constat scientifique. Au niveau de la France, l'ambition étant de diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc on est à 460 millions de tonnes aujourd'hui. Il faut du coup qu'on arrive à passer à 85 millions de tonnes. Et dans le même temps multiplier les puits de carbone par 4, c'est-à-dire notre capacité à séquestrer et à capter du CO2. Donc ça, c'est la feuille de route de la France. Et ça se matérialise maintenant aussi par le légal. Donc on arrive petit à petit au bout avec l'arrivée de la CSRD. La CSRD, c'est un décret européen qui va entrer en vigueur sous peu, dès l'année prochaine. Et en fait, ce décret, il va... je ne vais pas faire trop dans les acronymes, mais il fait suite à la NFRD, d'où venait la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Si vous étiez dans des groupes de plus de 500 personnes, vous connaissez, qui était obligatoire depuis 10 ans. Mais en fait, c'est la suite. Elle se matérialise comment? Déjà, elle va concerner beaucoup plus d'entreprises, puisque devraient être concernées les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, il y en a 50 000 en Europe. Et puis, elle va intensifier le nombre de reporting socio-environnementaux, dont le climat. Les reportings environnementaux qui seront concernés, on devra avoir les ressources en eau, la biodiversité, la qualité de l'air, et puis le climat, que ce soit l'atténuation ou l'adaptation. Et puis ça va intensifier la fréquence des reportings, puisqu'on devrait être sur des reportings annuels.
Donc si je le dis différemment, il y a 50 000 entreprises en Europe maintenant qui vont être contraintes de faire du reporting carbone de manière annuelle. Voilà, et donc du coup, au-delà du cadre légal, qui est le premier bullet point ici, pour une entreprise aujourd'hui, ça devient stratégique d'intégrer une stratégie climat dans sa stratégie globale, parce que vous le voyez peut-être dans vos activités, il y a les grands donneurs d'ordre qui demandent à leurs fournisseurs quelle est leur note carbone ou quelle est leur trajectoire carbone ou qu'est-ce qu'ils font sur le climat. Ça, on le voit de plus en plus. Il y a aussi les financeurs qui le demandent, notamment les financeurs publics, collectivités, BPI ou autres, qui du coup associent à l'accord d'une subvention une volonté de l'entreprise dans laquelle elle investit de décarboner son activité. Et puis il y a aussi des enjeux de marque employeur, à la fois pour recruter des jeunes talents et à la fois pour fidéliser aussi. Je pense que si vous êtes là, on se pose tous la question de que fait mon organisation pour le climat, que fait l'entreprise dans laquelle je travaille pour contribuer justement à cette feuille de route. Par contre, ce n'est pas toujours simple parce que c'est nouveau et on ne peut pas en vouloir aujourd'hui aux organisations parce qu'il faut décarboner, sauf que c'est des compétences qui ne sont pas au sein des entreprises. Alors peut-être dans les grands groupes qui ont des carbone managers ou des energy managers, mais dans les ETI, les PME, les responsables RSE ou QSE ne savent pas faire en général de la comptabilité carbone, même si ils progressent de plus en plus et on le voit au sein de l'IFC, l'Institut Formation Carbone, il y a de plus en plus de demandes, c'est de plus en plus compliqué de se faire former, mais c'est un nouveau métier finalement, c'est une nouvelle compétence qui est demandée dans les organisations. Il n'y a pas forcément d'outils, alors maintenant depuis 2-3 ans quand même, il commence à y en avoir plusieurs, et puis c'est aussi des nouvelles lignes au budget qui apparaissent. Donc du coup, comment on s'y prend, puisque c'est l'objet là de notre échange. Le point de départ, c'est déjà de mesurer. On a parfois des organisations qui disent « je fais des choses sur le climat, je fais de la compensation carbone ». Donc, alors c'est déjà bien si on met des budgets qui peuvent servir la cause, mais le départ d'une stratégie de décarbonation, c'est quand même de mesurer, d'avoir un point de départ qui soit fiable, qui va vous permettre de comprendre combien de tonnes de CO2 vous émettez, comment vous émettez, et puis de faire émerger des émissions significatives. Et ça ne va pas vous servir forcément à vous comparer. Quand on accompagne une organisation dans un bilan carbone, une des premières questions, c'est alors où j'en suis par rapport aux autres? Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que je suis moins bon que les autres? Alors alors on peut le comprendre. Par contre, c'est déceptif si je vous dis que pour l'instant, on a du mal à le savoir. Concrètement parce qu'on n'a pas assez de recul. En fait, l'ADEME a une base de données de, j'ai plus exactement en tête, je crois que c'est 3000 bilans carbone ou bilans GES. Et en fait, comme les périmètres méthodologiques ne sont pas comparables, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir comparer les bilans carbone d'un secteur d'activité, d'une entreprise à l'autre, même si on essaie d'utiliser des indicateurs d'intensité carbone. Mais ce n'est pas encore assez fiable. Il y a des travaux qui sont en cours, avec notamment l'ADEME sur ce sujet-là. Donc avoir le point de départ. Et pour avoir ce point de départ, il y a des standards qui existent. Donc le bilan carbone, on va y revenir très vite. Il y a aussi la norme ISO et au niveau international, le GHG protocole. L'avantage qu'ont ces 3 normes-là, c'est qu'elles sont assez proches. Heureusement, ça nous facilite un peu le travail. Alors il y a des spécificités que je ne détaillerai pas maintenant. Mais déjà, le premier élément, c'est qu'il y a une unité de mesure commune, qui est la tonne équivalent CO2. C'est que les gaz à effet de serre qui sont pris en compte sont proches. Les bases de facteurs d'émission sont sensiblement les mêmes. Et puis, il y a une approche aussi par scope que je vais détailler après. Mais l'objectif là, c'est que vous ayez en tête qu'il y a des standards et qui sont relativement proches, qui sont exploitables. Le bilan carbone. Donc le bilan carbone, il y a un petit R après carbone, ça veut dire que c'est une marque déposée déjà. Parce qu'on l'entend, le bilan carbone un peu à toutes les sauces. Donc le bilan carbone, quand une entreprise qui fait un bilan carbone, il y a une méthode derrière. Et il faut respecter cette méthode. Sinon ce n'est pas du bilan carbone, c'est un diagnostic carbone ou une empreinte carbone, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais vous ne l'appelez pas du bilan carbone. Et donc l'objectif du bilan carbone, c'est d'associer à tous les flux d'activité d'une entreprise des tonnes équivalent CO2, parce qu'une entreprise, elle peut émettre divers gaz à effet de serre, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais en fait, il va y avoir une unité de mesure commune qui est la tonne équivalent CO2. Donc on va traduire toutes les émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2. Et puis, on parle aussi de scope. Alors, on parlait beaucoup de scope, je pense qu'on va en parler de moins en moins, puisque le bilan carbone, et dans les reportings qu'on va demander,
on va faire du scope 3, mais historiquement, dans la méthode, il y avait des scopes. Le scope 1 étant les énergies, alors je simplifie pour les experts, ne m'en veuillez pas, mais le scope 1, ce sont les énergies fossiles qui sont utilisées sur un site, sur le site de votre usine, de vos bureaux ou par les véhicules que vous détenez. Le scope 2, c'est l'électricité en général, parce que l'électricité, c'est de l'énergie que vous utilisez, mais qui est produite ailleurs. Voilà, donc dans une centrale nucléaire, dans un barrage hydro, par une éolienne, ou je ne sais quoi. Et puis dans le scope 3, c'est à peu près tout le reste. Les achats, les immobilisations, les déchets, les déplacements des salariés, le fret. Et donc en fait, dans une entreprise, le scope 3 va représenter, par exemple si on prend une entreprise industrielle, plus de 90% du bilan carbone. Donc historiquement, pour revenir, quand je disais que l'ADEME avait une approche, avait à peu près 3000 bilans carbone en stock ou bilan GES, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont que le scope 1 et 2. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas comparer des entreprises qui ont fait du scope 3 avec des entreprises qui ont fait que du scope 1 et 2. Donc il y a quand même un travail de fiabilisation de base de données aussi à avoir pour arriver à comparer les entreprises. Donc les gaz à effet de serre, qui sont les principaux gaz à effet de serre, je les ai cités tout à l'heure, donc je passe rapidement, sauf s'il y a des questions, mais bon, CO2, les engrais protoxyde d'azote, le méthane et puis les gaz fluorés liés aux climatisations. Quand on fait du bilan carbone, si vous en faites pour la première fois, en fait on va travailler par famille d'émissions, ça c'est les familles de la méthode. Donc on va retrouver l'énergie bien sûr, donc l'énergie, de décarboner son organisation en ne traitant que l'énergie, c'est un bout, enfin c'est bien déjà, c'est très bien, mais par contre c'est juste un bout de la lorgnette. Et parfois, il y a des entreprises qui pensent que le carbone c'est lié uniquement à l'énergie. Parce que quand on parle de décarboner son organisation, il faut regarder tout ce qui est lié au groupe froid, à la climatisation. Si on est dans l'industrie, les achats vont peser très lourd. Si on est dans l'industrie, potentiellement, l'utilisation de ce que vous produisez peut peser très lourd. Si par exemple vous produisez des voitures thermiques ou des avions au kérosène, l'utilisation ça va peser très lourd. Les déplacements des salariés, les déchets qui sont produits, les emballages potentiellement dans l'agroalimentaire ou autre. Et puis la fin de vie aussi des produits. On travaille par exemple avec une entreprise qui fait de la plasturgie, donc pour les peintres, donc des bâches pour les peintres et du matériel pour les peintres. Et en fait, il se trouve que dans leur bilan carbone, la principale source d'émissions, c'est la fin de vie, puisque du coup, les bâches sont brûlées à la fin. Donc faire un bilan carbone, c'est vraiment faire une cartographie de tous les flux d'activité d'une entreprise. Pour rester encore une dernière planche sur le bilan carbone, vous dire ce que ça veut dire aussi la méthode. Donc il y a des étapes à respecter. Donc quand on se lance sur un projet de bilan carbone, on va dire qu'il faut aller entre 2 et 6 mois. Je crois que j'ai mis 2 et 4 mois après, mais 2 et 6 mois selon finalement les ressources que vous avez en interne, parce que oui, ça demande un peu de travail aussi de votre côté. Donc il y a un kick-off. Où là on va clarifier les objectifs, on va clarifier l'équipe projet, on va clarifier le périmètre. Ensuite il y a la partie qui va durer le plus longtemps, c'est la collecte des données, parce que comme vous l'avez vu sur les différentes familles, il va falloir aller chercher des données physiques. Il va falloir savoir combien de kilomètres ont parcouru les camions, avec quel poids, il va falloir savoir combien de kilowattheures vous avez émis, il va falloir savoir combien de tonnes de déchets vous avez produit, donc il faut aller chercher de la donnée physique pour fiabiliser. Et là, vous êtes accompagné en général par les experts, par les bureaux d'études et les consultants carbone, parce que parfois, vous n'avez pas la donnée, donc il faut faire des hypothèses. Et la première année, ce n'est pas grave si on n'a pas la donnée, ni la seconde d'ailleurs. On va prendre des hypothèses, et un des enjeux du bilan carbone, c'est aussi de comprendre où est la donnée et où est-ce que je peux la récupérer l'année d'après. Et l'expert est là aussi pour vous aider à faire ces hypothèses-là et à ne pas rester bloqué sur les données qui sont manquantes. Ensuite, une fois que vous avez collecté les données, il y a la phase de résultat. Là, vous allez savoir, en l'occurrence, combien de tonnes de CO2 vous émettez et comment, quelles sont vos émissions dites significatives. Voilà. Et souvent, il y a des surprises. On pensait qu'on émettait à cause de telle famille d'émissions. Finalement, c'est une autre. Et puis, dans un bilan carbone, un vrai bilan carbone, il y a une part de réflexion et de construction d'une stratégie de décarbonation. Voilà, pour que vous puissiez déjà vous projeter dans un monde de bas carbone à votre mesure avec un plan d'action qui soit associé. Voilà. Et puis après, il y a des livrables qui sont disponibles. Donc voilà, une fois que vous avez la mesure, et je reviens sur la dernière étape, la phase qui est très importante, c'est de construire sa stratégie climat.
parce que c'est de là que vont partir derrière les actions. Donc là, il va falloir que vous ayez aussi une vision qui soit partagée en général avec le comité de direction de l'entreprise pour que la stratégie climat soit inscrite dans la stratégie globale de l'entreprise en se disant quel est notre objectif de décarbonation à horizon 5, 10, 15, 20 ans. Quelle trajectoire bas carbone je peux construire et est-ce qu'elle est en phase avec les référents comme la SNBC, la stratégie nationale bas carbone dont on parlait, ou le SBTI qui sont des trajectoires le SBTI, c'est un organisme international, un tiers en fait, qui valide des trajectoires de décarbonation par secteur d'activité. Donc si vous êtes dans l'aéro par exemple, il y a un SBTI de l'aéro, je crois qu'il va bientôt sortir, je ne sais pas exactement, mais si vous êtes dans un autre type d'industrie, il y a un SBTI référent et c'est de bon ton de s'aligner avec la trajectoire SBTI de son secteur d'activité. Donc je prends un exemple concret. C'est l'entreprise Cooklin. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une petite structure, après j'ai pris des structures plus grandes. Donc concrètement, eux, c'est une entreprise donc, de 15 personnes qui fait du service B2B et qui donne des tablettes pour gérer la traçabilité alimentaire. Donc ils n'avaient vraiment aucune espèce d'idée de combien de tonnes de CO2 ils émettaient. Donc eux, en l'occurrence, ça leur a permis d'identifier qu'ils émettaient 168 tonnes de CO2 et que la moitié de leur CO2 provenait des achats et en l'occurrence la moitié de leurs achats on va dire provenait des tablettes et ça a permis de faire émerger les émissions significatives. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pour aussi qu'il y ait du concret là, lors de cet échange que vous puissiez matérialiser. Ça leur a permis d'identifier quels sont les postes les plus émissifs. Donc parfois on a des entreprises qui disent on fait un plan de mobilité pour le vélo ou on met en place je sais pas, un peu moins de viande dans la cafétéria ou je ne sais quoi, mais finalement ils ne connaissent pas l'impact. Donc là déjà dès le départ vous pouvez voir à quoi vous vous attaquez. Est-ce que je m'attaque au repas du midi ou est-ce que je m'attaque finalement au déplacement professionnel de ma flotte de commerciaux? Voilà. Je suis passé un peu vite. Voilà, et puis bon, derrière, ils ont identifié des actions. Mais ça témoigne aussi, alors c'était une volonté du dirigeant qui souhaitait aussi se différencier dans son approche. Mais ça, même pour une entreprise de 15 personnes, c'est possible d'y aller, de le faire et d'avoir une trajectoire qui peut communiquer à la fois en interne, en termes d'attractivité, mais aussi en externe auprès de son écosystème. Donc maintenant que vous avez la stratégie, la suite, c'est bien d'avoir la stratégie, vous avez mesuré, vous avez une stratégie. Le plus gros du travail, désolé de le dire, mais il reste quand même à venir. Et pour décarboner, ça ne se fait pas en 6 mois, 1 an. Enfin, ça fait 150 ans qu'avec les activités, on a mis en place le système qui est totalement adossé aux énergies fossiles tel qu'il est aujourd'hui. On ne va pas le faire en 1 an ou en 2 ans. Et d'ailleurs, la neutralité carbone ou les horizons de neutralité carbone, on est à 25-30 ans. Donc là, l'objectif, c'est de contribuer à ça, pour revenir à tout à l'heure. Donc comment je contribue, moi, mon organisation, à ma mesure, à diviser les émissions de CO2 par 5, en travaillant sur les différentes familles d'émissions, et puis sur le plan d'action que j'ai mis en œuvre. Donc là, ça demande souvent de trouver des partenaires. Ça peut demander des CAPEX, souvent, des investissements aussi. Donc c'est pour ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choix budgétaires à faire, il y a des partenaires à trouver, je le disais. Donc ça c'est un travail sur la durée. Une fois qu'on est dans l'action, il va y avoir un enjeu aussi de piloter votre stratégie climat et du coup les actions associées pour savoir où vous en êtes, où j'en suis de ma trajectoire, parce que ça va vous permettre de valoriser. Et il y a beaucoup d'entreprises, et on le comprend pour diverses raisons, qui veulent valoriser leur travail. J'ai décarboné, je peux le dire à mon financeur, je peux le dire à mon client, je peux le dire à mes salariés. Et pour le dire de manière authentique, honnête, il faut avoir des données qui soient fiables. Sinon, c'est pas possible. Et puis vous serez attaqué. Et puis c'est difficile de le faire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Donc il y a quand même un enjeu de valorisation et de suivi qui permet aussi de fiabiliser ce que dit l'entreprise. Un mot sur la compensation. On en parle beaucoup, alors c'est vraiment juste un mot. Déjà, chez Tayker et moi-même, je ne suis pas un expert en compensation. Vous pouvez voir un petit clin d'œil à Climat Local, qui est une entreprise toulousaine. Ils sont beaucoup plus experts que nous.
Mais il va falloir diviser les émissions par 5, mais aussi multiplier par 4 les puits de carbone. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de compensation. Maintenant, on parle de contribution carbone. L'ADEME a été très clair. Ils ne veulent plus utiliser le terme compensation, en fait, qui crée un biais et qui porte à croire qu'une entreprise, finalement, elle émet, mais elle compense, donc tout va bien. Donc on parle de projet de contribution carbone. Et oui, en effet, c'est possible. J'ai commencé à réduire mes émissions, j'ai commencé à réduire potentiellement les émissions des autres, mes fournisseurs, les utilisateurs, etc. Mais c'est la troisième brique de la stratégie, c'est maintenant je vais contribuer à augmenter les puits de carbone, de captation, séquestration. Donc c'est bien de le faire, mais il faut que ça vienne en bout de ligne. Un petit warning aussi, on ne peut pas parler aussi d'entreprise neutre en carbone. Voilà, l'ADEME a été claire là-dessus, ils ont voulu le reprendre. Je pense qu'il y a une loi qui est passée ou qui est en train de penser aussi sur ce sujet-là. On ne peut pas dire ça en tant qu'organisation. Par contre, on peut le dire à l'échelle d'un pays pour créer une dynamique commune. Voilà, c'est accepté. Mais par contre, le langage et la sémantique qu'il faut utiliser, c'est de dire qu'une entreprise contribue à la neutralité carbone, ça on peut le dire. Mais par contre, on ne peut pas être neutre en carbone au sens d'une entreprise. Voilà. J'ai pris 2 cas sur justement la stratégie climat, la mise en œuvre d'entreprises qu'on a accompagnées. Ça, c'était la Compagnie des Pyrénées. Eux, ils ont un enjeu, et c'est pour vous montrer aussi que dans la stratégie climat, il y a un gros sujet sur la donnée. C'est-à-dire que la Compagnie des Pyrénées, il y a 10 sites qui sont disséminés sur les Pyrénées avec des données qui sont très hétérogènes. Et donc, il y a un enjeu sur la durée pour bien piloter sa stratégie climat sur la donnée elle-même et la capacité à la fiabiliser. Alors, les grandes entreprises ou les ETI peuvent avoir des ERP. Donc, il peut y avoir aussi des projets d'automatisation avec les ERP. Mais il y a quand même un enjeu aussi très fort sur la stratégie climat à long terme sur la donnée. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Et il ne faut pas se mettre la pression. Si la première année la donnée n'est pas bonne, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de mauvais niveau d'hypothèse ou de très bon niveau d'hypothèse sur la première année, c'est pas le but. Donc voilà, il faut s'affranchir de ça, on fera des hypothèses. Par contre, c'est un enjeu clairement sur la durée. Un autre cas, c'est le cas Mecachrome. Alors c'est une grosse ETI de l'aéronautique et eux ils ont un enjeu sur les fournisseurs. Alors ils en ont un autre mais qui est encore plus complexe, j'y reviendrai juste à la fin, pour embarquer leurs fournisseurs et il est représentatif de l'industrie finalement où le poids d'une entreprise industrielle vient beaucoup des matériaux, donc de l'alu, du titane. Donc eux le pilotage de leur stratégie climat il est vraiment sur les fournisseurs, son pool de fournisseurs, et eux ils sont fournisseurs en l'occurrence aussi eux-mêmes de Safran, qui par exemple est engagé dans le SBTI sur une trajectoire. Eux se doivent, s'ils veulent conserver leur part de marché, de s'engager dans la même trajectoire, et donc s'ils veulent s'engager dans la même trajectoire, ils doivent eux-mêmes engager leurs fournisseurs dans la même trajectoire. Donc c'est aussi pour illustrer que décarboner son organisation, c'est décarboner son écosystème aussi. Et on n'y arrivera pas tout seul, et pour décarboner, de toute façon, il faudra le faire tous ensemble. Et oui, et un dernier point, néanmoins, dans l'aéronautique, en règle générale, ce qui émet le plus de CO2, ça reste quand même l'usage de l'avion final, avec le kérosène. Donc on entend souvent parler de décarbonation de l'aéro, mais l'usage du kérosène, aujourd'hui, c'est là que le boulot est nécessaire. Donc en synthèse de la démarche, donc de comment décarboner mon organisation, la première étape, c'est donc de mesurer et de construire une stratégie climat. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre en premier. Deuxièmement, c'est de mettre en œuvre sa stratégie climat et de 3 manières différentes. D'abord, de passer à l'action. Deuxièmement, de valoriser ces réalisations, de les suivre, de les fiabiliser, et puis de contribuer à des projets carbone. Voilà, en dernier lieu. Et donc un mot sur nous, notre approche avec Tayker. Donc on a une approche hybride des entreprises qu'on accompagne, à la fois avec un outil logiciel pour pouvoir équiper les organisations d'un outil qui soit simple à prendre en main, pour pouvoir à la fois construire une stratégie, mesurer et piloter,
et puis à la fois de l'expertise, parce que comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui il y a peu d'entreprises qui ont des experts vraiment en stratégie climat, en comptabilité carbone. Il va y en avoir de plus en plus, et c'est aussi le but de la démarche, c'est de rendre les organisations autonomes par la formation, par l'outil, par la montée en compétences, pour que demain il y ait un maximum d'organisations qui puissent le faire seules. Et donc, vous avez vu des screenshots de la plateforme au fur et à mesure, en tout cas de la nôtre, au fur et à mesure de la présentation. Et donc ça vous permet à la fois de faire la mesure, mais à la fois la stratégie climat. Voilà, et puis nos carbon killers, donc, ils sont formés bien sûr à la fois sur la sensibilisation, à la fois sur la mesure, à la fois sur la stratégie climat. Et il existe des aides pour ce faire de la BPI notamment, mais aussi de l'ADEME ensemble pour les PME. Donc j'en dis juste un mot, mais il y a le Diag Décarbonation que vous connaissez peut-être, qui est adapté et qui est pour les entreprises adapté pour les entreprises de moins de 500 salariés, qui permet du coup d'avoir subventionné son premier bilan carbone. Et il existe aussi, je ne l'ai pas mis, mais le dispositif ACT, qui est un dispositif méthodologique de l'ADEME. C'est quand j'ai fait mon bilan carbone, ok, mais comment je fais pour aller plus loin, pour intégrer vraiment la stratégie climat dans la stratégie globale de mon territoire ou de mon organisation. Voilà, donc il y a vraiment des dispositifs qui permettent de passer à l'action sur ces sujets-là. Voilà. Eh bien, merci à vous. Bon après-midi.